Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier cours du module de Parallel Programming for Embedded MPSoC. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux aspects adéquation, algorithmie, architecture, et comme vous allez le voir, il s'agit là de voir quelles sont les techniques que l'on peut utiliser pour s'assurer que le déploiement d'une application donnée sur un hardware parallèle soit le plus efficace possible. Et donc, pour commencer, on va commencer par la partie théorique de ce cours, qui est la partie Theoretical Bounds. Theoretical Bounds, ça veut dire les limites théoriques. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'essayer de prédire, pour une application parallèle donnée, quel est le speed-up maximum, c'est-à-dire quelle est l'accélération maximum que l'on peut espérer obtenir en parallélisant cette application. On va voir que c'est quelque chose qui est absolument crucial, et j'espère que vous le verrez également en TP, puisque c'est ce qui va nous permettre de mesurer l'efficacité d'un code parallèle, et surtout de savoir de manière objective, est-ce qu'il nous reste du travail pour espérer obtenir de meilleures performances, ou est-ce que les performances parallèles que l'on a obtenues sont déjà parfaitement satisfaisantes, et qu'un travail supplémentaire serait finalement vain. Donc commençons tout de suite. On commence tout de suite par la loi la plus connue quand on parle de parallel computing, et donc la loi qui va limiter le plus fortement le potentiel d'un programme parallèle, c'est la loi d'Amdahl, qui est donc une loi qui a été proposée par un chercheur en 1967, et c'est une métrique qui permet effectivement de mesurer quel est le speed-up, l'accélération que l'on peut espérer obtenir pour une application parallèle déployée sur une architecture multicœur homogène. Alors, quelles sont les notations qu'on a besoin d'introduire pour parler de cette loi? Tout d'abord, on a X, qui est le ratio de code, alors ici je pourrais même dire le ratio de calcul, qui est parfaitement parallélisable, le reste est séquentiel. L'idée, c'est donc que vous avez une application, cette application, elle implique de faire une certaine quantité de calcul, et bien parmi cette quantité de calcul donnée, vous avez un pourcentage pour lequel vous estimez qu'il est parfaitement parallélisable. Ça veut dire que cette partie du calcul, vous pourriez la découper en morceaux, la donner à différents cœurs qui exécutent du code en parallèle, et ça marcherait parfaitement. D'accord? Vous n'auriez finalement pas d'overhead. C'est-à-dire que le fait de diviser cette partie parallélisable sur différents cœurs n'entraînerait aucun surcoût de communication. Vous auriez une accélération parfaite pour cette partie du code parallélisable. Alors la deuxième notation à introduire, c'est n, le nombre théorique de processing elements qui vont nous intéresser, c'est-à-dire le nombre théorique de processing elements homogènes sur lesquels on va vouloir déployer notre application. Le speed-up, je l'ai déjà mentionné, c'est ce qui permet de mesurer l'accélération d'un code par rapport à sa vitesse séquentielle. Donc typiquement, toutes les formules que je vais vous présenter derrière, elles peuvent être obtenues en divisant le temps d'exécution séquentiel par le temps d'exécution parallèle, qui sera plus court, et donc on aura un speed-up supérieur à 1, on aura une accélération supérieure à 1, si le code exécuté en parallèle est effectivement plus rapide à exécuter que le code séquentiel. Alors, le speed-up, la loi d'Amdahl, le speed-up théorique idéal que l'on peut obtenir pour n processing elements, on l'obtient avec l'équation suivante, S qui est égal à 1 sur 1 moins x plus x sur n. Alors pour obtenir cette formule, c'est assez simple en réalité. Il suffit, comme je le disais tout à l'heure, de diviser le temps de calcul séquentiel par le temps de calcul parallèle. Le temps de calcul séquentiel, il est égal tout simplement à 1 moins x plus x, donc il est égal à 1 dans notre cas de figure, et le temps parallèle, il est égal à 1 moins x, c'est donc le temps de la partie séquentielle du code, 1 moins le ratio de la partie parallèle, plus x, donc x c'est la partie parallélisable du code, divisé par n, c'est-à-dire qu'on divise le temps de calcul de la partie parallélisable par le nombre de cœurs disponibles. Et donc on obtient 1 sur 1 moins x plus x sur n, le speed-up idéal pour n processing elements. Idéal, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on suppose que x, la partie du code parallélisable, est parfaitement parallélisable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun surcoût de communication, ce qui en réalité n'est pas véritable. Mais là, on suppose le speed-up idéal.
avec des processeurs homogènes. De cette formule, on peut calculer la limite quand n tend vers l'infini, et cela nous permet de calculer le speed-up maximum que l'on peut espérer obtenir si on avait à disposition une architecture avec une infinité de cœurs. Et la formule, elle est toute simple, c'est 1 divisé par 1 moins x. Alors, graphiquement, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du code parallèle et du code séquentiel? Eh bien, comme je vous l'ai dit, en imaginant qu'on a une application dont les calculs sont représentés par les barres noires sur mon diagramme, eh bien, nous avons 30% du temps de calcul, alors ce n'est pas à l'échelle, qui est passé dans des parties séquentielles, c'est-à-dire des parties qui ne peuvent pas être parallélisées, des calculs qui sont obligatoirement exécutés les uns après les autres sur un seul et unique cœur. Et 70% du code, si mon ratio de code parallèle est de 70%, qui est lui parallélisable parfaitement sur autant de cœurs que disponible. Alors, à quoi ressemble le parallélisme, à quoi ressemble la loi d'Amdahl, son résultat? Bon, déjà, le premier résultat qui est finalement assez logique, c'est le speed-up est limité à 1,0 sur un cœur. Si on calcule l'équation sur un cœur avec n égale 1, on obtiendra toujours le résultat de 1, il n'y a pas d'accélération d'un code séquentiel sur un cœur, c'est plutôt logique. Sur 2 cœurs, pour un code dont 70% des calculs sont parallélisables, eh bien, on aura un speed-up théorique idéal de 1,5. Ça veut dire que on ira 50% plus vite pour cette application dont 70% du code est parallélisable si on l'exécute sur 2 cœurs. Avec 4 cœurs, on aura un speed-up de 2,1, avec 8 cœurs, on aura un speed-up de 2,6. Si on trace une jolie courbe, eh bien, on observe l'accélération théorique que l'on peut obtenir en fonction du nombre de cœurs en abscisse, et on voit que c'est une courbe qui croît assez vite au début, puis de plus en plus lentement. C'est une courbe asymptotique, et donc on peut utiliser la formule du speed-up maximum que l'on peut théoriquement obtenir, et ça nous dira que pour cette application, avec 70% des calculs qui sont parfaitement parallélisables, eh bien, avec une machine sur laquelle on aurait une infinité de cœurs, eh bien, on aurait un speed-up de 3,33. Alors, si on regarde un petit peu avec d'autres applications, avec d'autres pourcentages de code parallélisables, eh bien, on va voir qu'on peut tracer le même genre de courbe, et pour une application avec 80% des calculs parallélisables, on aura un speed-up maximum de 5, et pour une application avec 60% du code parallélisable, on aura un speed-up maximum de 2,5. Alors, cette loi d'Amdahl, elle a des limites. Notamment, je vous ai dit qu'elle supposait une parallélisation idéale, donc elle ignore totalement le surcoût de communication qui sera obligatoirement là quand on va chercher à paralléliser des calculs, puisque quand on va paralléliser des calculs, je vous rappelle un peu le premier cours, eh bien obligatoirement il va falloir envoyer des données vers chaque cœur pour qu'il puisse faire son travail, et cela va demander un temps de communication, de synchronisation entre les cœurs, donc on va perdre du temps. Donc de ce point de vue-là, la loi d'Amdahl, elle est optimiste. Elle est également optimiste sur le fait qu'elle suppose que les calculs sont parfaitement parallélisables. Les calculs parfaitement parallélisables, ça n'existe pas. Si on prend l'exemple d'une multiplication matricielle, même d'une très très grosse matrice, si j'ai une matrice de 100 par 100 à multiplier, eh bien, si j'ai 100 cœurs, je vais peut-être effectivement pouvoir donner une ligne et une colonne pour chaque cœur. Si j'ai 10 000 cœurs, je vais peut-être pouvoir donner une multiplication à effectuer par cœur. Mais au-delà de ça, ça va commencer à devenir compliqué. Si j'ai 20 000 cœurs, je vais peut-être pouvoir trouver un moyen de donner des demi-multiplications à faire à chaque cœur, mais ça commence à devenir difficile. Si j'ai 100 000 cœurs ou 1 million de cœurs, là, on voit bien que ça devient impossible, on ne pourra pas donner du travail à chacun des cœurs. Donc, des calculs parfaitement parallélisables, c'est plutôt impossible. Donc on voit qu'on a une loi d'Amdahl qui est plutôt finalement optimiste dans ses suppositions. Et pourtant, c'est une loi qui nous donne de très mauvaises prédictions, puisqu'on a vu qu'une application dont 80% des calculs étaient parallélisables, on pouvait obtenir un speed-up maximum théorique de 5, ce qui n'est pas énorme. Et donc cette loi, quand elle est sortie, quand elle a été proposée par Amdahl, eh bien elle a fait émettre beaucoup de doutes par la communauté qui commençait à travailler à l'époque sur les architectures multicœurs. Et ils se sont dit que finalement, ça ne servait peut-être à rien de s'embêter à chercher à concevoir des architectures avec
plus de 3-4 cœurs, puisque finalement, même pour des applications très parallèles, eh bien le bénéfice d'avoir plus de cœurs serait, somme toute, très limité. D'accord ? Quelques années plus tard, John Gustafson, un autre chercheur, en 1988, a tenté eh bien, de proposer une autre loi un peu plus optimiste. Alors, son hypothèse, elle est très différente de celle d'Amdahl, notamment dans le fait que lui suppose que pour une application donnée, si de nouveaux cœurs sont disponibles dans l'architecture, eh bien alors le développeur de l'application va avoir tendance à modifier son application pour rajouter des calculs faisables en parallèle. Et donc, son idée, c'est que la partie séquentielle du code va rester constante, peu importe le nombre de cœurs, mais si des nouveaux cœurs sont disponibles dans l'architecture, eh bien alors le développeur de l'application va chercher à les utiliser et il va finalement eh bien, rajouter autant de calculs qu'il y a de cœurs, donc de puissance de calcul en plus, dans son architecture. Donc là, attention, dans la loi d'Amdahl, on avait une supposition que la quantité de calcul était constante, et qu'il y avait une partie séquentielle, une partie parallèle constante en temps de calcul nécessaire, mais dont l'une était parallélisable. Dans la loi de Gustafson, la quantité totale de calculs à effectuer n'est pas constante en fonction du nombre de cœurs, et plus il y a de cœurs, plus il y aura de calculs parallèles à effectuer. En revanche, la partie séquentielle des calculs, elle, restera complètement constante. Alors, les notations de la loi de Gustafson, eh bien, elles sont notées sur la slide. S plus P représente la somme du temps de calcul séquentiel, S, plus le temps de calcul parallèle avec un processing element. Si on a n processing elements dans l'architecture, alors le temps de calcul devient S, toujours pour la partie séquentielle, et n, c'est le nombre de processing elements, fois P, c'est-à-dire le temps de calcul des parties séquentielles. Donc là, le temps total de calcul de la partie séquentielle plus les parties parallèles est beaucoup plus important que le temps de calcul de l'application pour un cœur. X, le ratio de temps de calcul séquentiel, correspond cette fois-ci au temps de calcul séquentiel sur le temps total, donc S sur S plus P. Attention, c'est différent de la loi d'Amdahl. C'est l'opposé de la loi d'Amdahl. Dans X, dans la loi d'Amdahl, c'était le temps de calcul parallèle. La formulation de la loi de Gustafson, eh bien, elle est donnée en bas de la slide. On va encore une fois faire une division. Alors cette fois-ci, on va diviser le temps parallèle, puisque c'est lui, c'est une erreur dans la slide. On va diviser le Non, on va diviser, c'est bien ça. On va diviser le temps parallèle par le temps séquentiel pour avoir à nouveau une accélération. On va diviser toujours le temps le plus long par le temps le plus court. Et le speed-up théorique, qui n'est pas véritablement un speed-up puisque ce n'est pas la même application que l'on exécute, eh bien ça va être S plus N fois P divisé par S plus P. Si on simplifie les notations, on va se retrouver avec l'équation. Le speed-up, c'est égal à N moins X fois N moins 1. Alors, si on reprend l'exemple de l'application avec 70% du code parallèle, et qu'on applique la loi de Gustafson, eh bien pour 2 cœurs, Gustafson va nous dire qu'on aura un speed-up de 1,7, pour 4 cœurs, 3,1, et pour 8 cœurs, 5,9. C'est sensiblement supérieur à ce que nous donnait la loi d'Amdahl, pour lesquels on avait 1,5, 2,1 et 2,6 en speed-up respectivement. Si on trace la courbe, eh bien, on a une fonction affine, et donc assez naturellement, on a une fonction affine qui s'affichera sur la courbe. J'ai représenté sur cette slide les 3 valeurs de parallélisme du code à 80, 70 et 60%. Donc ça, c'était la loi d'Amdahl. En réalité, aucune des deux lois n'est véritablement réaliste. La loi d'Amdahl, je l'ai déjà dit, avait certains côtés très optimistes, mais elle avait aussi un côté pessimiste, et Gustafson avait raison. Si effectivement on a des architectures plus complexes, les développeurs vont effectivement produire des applications dans lesquelles la partie du code parallélisable va être supérieure. Et donc, de ce point de vue-là, Gustafson avait plutôt raison, et la loi d'Amdahl était plutôt pessimiste. Cependant, la loi de Gustafson est tout de même un peu trop optimiste, dans le sens où pour une application donnée, c'est pas parce qu'on va avoir 1000 cœurs en plus qu'on va trouver des bonnes raisons de complexifier notre application 1000 fois. Donc la vérité va être finalement un peu entre les deux.
Ceci étant dit, la plus utile des deux lois va être quand même la loi d'Amdahl. La loi d'Amdahl, elle va vous permettre, quand vous avez une application à paralléliser, une application dont vous avez déjà le code séquentiel, eh bien elle va vous permettre, en l'appliquant, d'essayer de prédire l'accélération que vous allez obtenir en parallélisant cette application sur une architecture parallèle. Typiquement, dans les travaux pratiques ou dans les projets de ce module, eh bien, je vous invite à mesurer les temps d'exécution de votre code en séquentiel, à mesurer le temps d'exécution des parties que vous pensez pouvoir paralléliser et le temps d'exécution des parties que vous ne pourrez pas paralléliser. Et en appliquant la loi d'Amdahl, eh bien, vous obtenez le speed-up théorique qui pourra être comparé à votre speed-up pratique qui vous permettra de voir est-ce que oui ou non vous êtes loin de cette loi théorique. Alors, je continue avec un autre modèle qui permet cette fois-ci de s'intéresser à l'architecture. Il s'agit du roofline model, et c'est un modèle qui va nous permettre, encore une fois, d'essayer de comprendre pourquoi les performances d'une application sur une architecture parallèle sont celles que l'on va observer lorsqu'on va les mesurer. Alors, ce roofline model, comment on va le construire? Tout d'abord, on va placer deux axes. L'axe des abscisses que l'on va appeler l'operational intensity, donc l'intensité opérationnelle, qui va se mesurer en gigafloating operations par seconde par octet. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va être une caractéristique des applications que l'on va chercher à caractériser, qui vont nous donner le nombre d'opérations que l'application va effectuer pour chaque octet de données qu'elle aura besoin de traiter. Sur l'axe des ordonnées, nous avons des performances en gigafloating operations par seconde. Pour l'instant, nous allons nous intéresser uniquement à l'architecture. Pour une architecture donnée, nous allons tracer des lignes sur cette courbe. La première, ça va être les performances peak. Les performances peak, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la capacité de calcul théorique maximum de l'architecture. Donc là, vous regardez la documentation de votre architecture, vous savez que vous avez des cœurs qui tournent à quelques gigahertz. À chaque coup d'horloge, ils sont théoriquement capables de faire une opération ou deux ou trois opérations flottantes. Eh bien, vous faites tout simplement la multiplication et ça vous donne le nombre d'opérations flottantes par seconde. D'accord? Cette peak performance, c'est les performances, les calculs que l'on effectuerait si on était capable, à tous les coups d'horloge, de donner une opération flottante à faire à notre processeur. Ensuite, vous avez la bandwidth mémoire, donc la bande passante de la mémoire qui se mesure en gigabits par seconde. Cette bande mémoire disponible, donc ça c'est tout simplement la quantité de données que vous allez pouvoir lire ou écrire dans la mémoire principale de votre architecture en gigaoctets par seconde. Des gigaoctets par seconde, on peut le voir sur cette courbe, eh bien ça nous donne une fonction affine, puisque effectivement, si vous cherchez à afficher des gigaoctets par seconde dans un graphe dont les axes sont des gigaflops et des gigaflops par seconde par byte, eh bien on retrouve une ligne droite qui nous donne une fonction affine. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de construire le modèle qui caractérise l'architecture. Maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser ce modèle? Pour utiliser ce modèle, on va prendre une application donnée et on va en mesurer deux choses. La première chose que l'on va mesurer, eh bien, c'est son intensité opérationnelle, théorique. Donc là, ça va demander de comprendre l'application, de voir comment elle fonctionne et de voir combien d'opérations elle va réaliser pour chaque octet qu'elle va traiter. Et ça va nous permettre de tracer des droites verticales, j'en ai représenté deux sur le diagramme, qui représentent une application 1 et une application 2. Donc ça représente l'intensité opérationnelle pour chaque octet traité par l'application. Et ensuite, on va mesurer eh bien, les performances réelles de ces applications. Cette fois-ci, on va les mesurer en gigafloating operation par seconde. Donc là, on aura les performances pratiques. Et je vais les représenter par une croix. Cette croix, elle va nous donner des informations cruciales. Elle va nous permettre de savoir qu'est-ce qui va être limitant pour les performances d'une application. Si vous regardez l'application 1 et l'application 2, vous pouvez voir qu'elles vont avoir des performances théoriques maximum atteignables qui vont être différentes. L'application 1, on va dire qu'elle est memory bound, puisque si j'arrivais à optimiser le code de mon application au maximum possible, étant donné son intensité opérationnelle, eh bien, les performances maximum que je vais obtenir vont être délimitées par la vitesse de la mémoire sur mon architecture.
En gros, ce sont des applications memory bound, ça veut dire que c'est des applications qui vont avoir besoin de consommer beaucoup de mémoire et finalement faire assez peu de calculs par rapport à la mémoire qu'elles vont avoir besoin de consommer. Et donc, c'est globalement des applications pour lesquelles les performances vont être délimitées par la capacité de mon architecture à communiquer rapidement avec la mémoire. À l'opposé, l'application 2 va être compute bound. Compute bound, ça veut dire que là, cette fois-ci, pour chaque octet de mémoire que je vais utiliser, je vais faire beaucoup de calculs. Et donc, ce qui va limiter les performances de mon application, eh bien, ça va être tout simplement les performances théoriques maximum de mon architecture, les peak performance. Alors, ce roofline model, on peut y rajouter d'autres lignes qui vont nous donner encore plus d'informations. Là, j'ai représenté 3 lignes supplémentaires sur le graphe. La première, c'est la ligne horizontale marquée en verte No SIMD. C'est une ligne que je peux représenter qui va représenter les performances pics théoriques de mon architecture si je n'utilise pas les instructions Single Instruction Multiple Data de mon architecture. Je vous ramène au précédent cours pour savoir ce dont il s'agit. Et donc, ce que cette ligne me dit, c'est que si je n'utilise pas les capacités SIMD de mon architecture, eh bien, mes performances pics seront inférieures aux performances pics théoriques maximum de mon architecture. J'ai également deux autres lignes, la No Data Prefetch et la Locality Wall. Ce sont deux lignes qui viennent représenter cette fois-ci des contraintes plutôt sur la mémoire. La No Data Prefetch, par exemple, va présenter une mauvaise utilisation des caches. Et donc, si on a une mauvaise utilisation des caches et qu'on ne va pas suffisamment bien cacher efficacement les données dans la mémoire cache, eh bien la bandwidth mémoire que l'on va pouvoir observer sera moins bonne. Et donc, les applications memory bound seront limitées plus rapidement que si on supposait la mémoire peak théorique de mon architecture. Si je reprends un exemple d'une application, pourquoi ces bornes elles sont utiles? Eh bien par exemple, si je prends l'application que je viens d'afficher à l'écran et que je mesure les performances telles qu'indiquées avec la croix rouge, eh bien on voit que actuellement, très clairement, cette application qui est donc compute bound, ses performances sont actuellement limitées par le fait qu'elle n'utilise probablement pas les instructions SIMD. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, ce graphique va m'indiquer que pour espérer améliorer les performances de mon application, eh bien, j'ai une chose très simple à faire, c'est d'essayer d'utiliser le SIMD. Et donc, le graphe va nous aider à trouver comment aller au-delà des performances actuelles de notre application. Alors on va maintenant revenir un petit peu sur les graphes Dataflow, puisque vous aurez quelques TP là-dessus. Et on va voir comment, à partir d'un graphe Dataflow, on peut également essayer de calculer un speed-up théorique maximum, comme celui qu'on avait fait avec la loi d'Amdahl. Le speed-up théorique maximum dans un graphe Dataflow, on va pouvoir le trouver en cherchant le critical path, donc le chemin critique dans notre graphe. Le chemin critique, la définition, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le chemin de données dont la somme des temps d'exécution des acteurs sera la plus grande possible. Alors, un exemple vaudra mieux que 1000 mots. Voici sur la slide un exemple de graphe Dataflow dans lequel je vais supposer que toutes les productions et les consommations sont unitaires, elles sont toutes égales à 1. C'est-à-dire que sur chaque port de données en entrée ou en sortie, on va toujours produire et consommer un data token. Sur chaque acteur, j'ai indiqué un temps d'exécution associé à cet acteur. Eh bien, trouver le chemin critique dans ce graphe Dataflow, cela revient à chercher le chemin de données pour lequel la somme des temps d'exécution des acteurs que je vais traverser sera la plus grande possible. Donc, on peut faire des tests, par exemple, si je prends le chemin de données d'une source, c'est-à-dire d'un acteur qui n'a aucune entrée, vers un acteur qui n'a aucune sortie, un sink, on va appeler ça, eh bien, je peux faire le chemin A, B, E, G. A, B, E, G, cela me donnera la somme d'exécution 1 et 4, 5, et 3, 8, et 1, 9. J'ai donc 9 millisecondes pour exécuter ce chemin de données. Je peux chercher d'autres chemins, A, D, F, G, ça va me faire 1 et 3, 4, et 5, 9, et 1, 10. Et donc si je regarde comme ça tous les chemins de données dans mon graphe, je vais finir par trouver le chemin critique, le chemin dont le temps d'exécution est le plus long, et dans ce cas de figure, ça va être le chemin de données ACEG, dont le temps d'exécution va être de 11 millisecondes. Alors, pourquoi ce temps est intéressant? Eh bien tout simplement parce que il n'est pas possible d'exécuter une itération de ce graphe en moins de temps que le temps donné par le chemin critique. La raison, elle est toute simple, c'est que pour exécuter
l'acteur C, il faut au préalable avoir exécuté l'acteur A. Pour exécuter l'acteur E, il faut au préalable avoir exécuté l'acteur C, et pour exécuter l'acteur G, il faut avoir au préalable exécuté l'acteur E. Et donc, pour exécuter cet ensemble d'acteurs du chemin critique, je ne pourrais pas, quel que soit le nombre de cœurs de mon architecture, utiliser moins de temps que 11 millisecondes. Les autres acteurs pourraient être exécutés en parallèle de ceci, sans changer le temps d'exécution. Donc le temps minimum d'exécution de mon application sera de 11 millisecondes. Le temps total dans ce graphe-là d'exécution, c'est-à-dire la somme du temps d'exécution de tous les acteurs, est de 23 millisecondes. Et donc, si j'ai une architecture parallèle potentiellement avec un nombre de cœurs infini, eh bien, le speed-up théorique que je pourrais obtenir, ce sera le temps d'exécution parfaitement séquentiel, donc 23 millisecondes, divisé par le temps d'exécution du chemin critique, 11 millisecondes, et donc même avec une infinité de cœurs, le speed-up théorique que je pourrais avoir en exécutant cette application sur une architecture parallèle sera de 2,09. Alors, dans l'outil Prism que vous utiliserez en TD, qui est l'outil de programmation Dataflow, eh bien, il y a ce qu'on appelle un Speed-up Assessment Chart. C'est un graphique qui vous permet visuellement de regarder à quel point les performances que vous obtenez pour une application déployée sur une architecture parallèle sont bonnes ou pas. Ce Speed-up Assessment Chart, eh bien, il a deux axes. L'axe des abscisses, c'est le nombre de processing elements de votre architecture, et l'axe des ordonnées, c'est le speed-up de votre application. On va tracer des lignes comme sur le roofline model. La première, c'est le chemin critique, la longueur du chemin critique. On l'a vu sur la slide précédente, le speed-up théorique sur cette application est de 2,09. Ensuite, je vais tracer une limite qui va être dictée par l'architecture. Assez intuitivement, on peut se douter que pour un cœur, le speed-up théorique maximum sera de 1, pour 2 cœurs, le speed-up théorique maximum sera de 2, pour 3 cœurs de 3, etc., etc. Et donc on ne pourra pas monter au-dessus de cette ligne. Et enfin, on va tracer une troisième courbe qui est un peu plus complexe à tracer. C'est l'une que l'on va obtenir en déployant de manière assez simple et un peu idiote l'application sur une architecture. Et donc on va prendre l'application, la déployer sur une architecture de manière très peu optimisée, et cela va nous donner une limite basse des performances que l'on va pouvoir obtenir. Ce qui nous permet de mesurer les performances d'une application. Et donc, si je prends mon application, que je la génère et que je l'exécute sur mon architecture, je vais, par exemple sur 2 cœurs, obtenir un speed-up de 1,5. Et bien, en représentant ce 1,5 sur ma courbe, je vais voir que finalement, je ne suis pas si mal, puisque je ne suis pas très loin de la limite théorique haute. Si la croix avait été proche de la ligne rouge en bas, cela aurait signifié que probablement avec un meilleur placement des calculs sur les ressources disponibles, j'aurais probablement pu me rapprocher un peu plus des limites théoriques supérieures. Et donc ça va nous permettre visuellement de vérifier si les performances que l'on obtient sont bonnes ou si potentiellement on pourrait espérer obtenir mieux. Alors, en réalité, sur ce Speed-up Assessment Chart, on a encore une fois des défauts, un peu comme la loi d'Amdahl. La première chose, c'est que seule la latence est considérée. On ne prend en compte que le temps d'exécution des acteurs, on ne prend absolument pas en compte le temps de communication. La deuxième chose, et probablement la plus importante, c'est que le pipelining n'est pas considéré. Effectivement, si vous regardez cette architecture, et si vous vous rappelez du cours sur les modèles de calcul flux de données, donc le deuxième cours, vous rappelez qu'on a la possibilité de pipeliner une application. Pipeliner une application, comment on va faire ça? Eh bien, on va couper le graphe en deux. On va véritablement, vous pouvez imaginer que vous prenez un couteau, vous partez du haut du graphe, et vous allez tenter de traverser de part en part le graphe de haut en bas en sectionnant des FIFO. Par exemple, là, je vais les sectionner parfaitement au milieu. Je vais indiquer des ronds verts sur les FIFO que je vais couper pour indiquer qu'il s'agit d'un étage de pipeline. Et là, en faisant ça, eh bien, j'ai pipeliné mon application. Ces deux étages de pipeline vont pouvoir être exécutés en parallèle l'un de l'autre. Et donc, je vais avoir un nouveau chemin critique. Je vais regarder à gauche de mon graphe, mon chemin critique va être formé par l'acteur A et l'acteur C, avec un temps d'exécution de 7 millisecondes. À droite de mon étage de pipeline, eh bien, le temps théorique maximum va être formé par F plus G et va être de 6 millisecondes. Donc mon nouveau chemin critique est celui formé dans le premier étage de pipeline par l'acteur A et l'acteur C. Et donc, comme je peux exécuter
les deux étages de pipeline en parallèle l'un de l'autre si j'ai suffisamment de cœurs disponibles, eh bien je vais avoir un nouveau speed-up théorique maximum qui va être de 23, le temps d'exécution total de mon application, divisé par 7, le chemin critique de mon premier étage de pipeline, ce qui va me donner 3,8 comme étant le speed-up maximum. Et donc, de cette manière-là, je vais pouvoir améliorer les performances de mon application. Alors, évidemment, il va y avoir des points négatifs en faisant ça. Le point négatif que je vais avoir, c'est que faire des étages de pipeline comme ça va avoir un coût. Ça va avoir un coût en performance, puisqu'il va falloir écrire les données dans des buffers qui ne seront consommés que dans l'exécution suivante de l'étage suivant du pipeline. Donc on va devoir utiliser plus de mémoire et plus de temps à l'exécution pour faire ces enregistrements dans la mémoire. Mais en contrepartie, on aura de meilleures performances. Dans cet exemple, comme dans la loi d'Amdahl, on fait la supposition que tous les cœurs sont homogènes, et donc que le temps d'exécution d'un acteur sur chaque cœur sera identique. Les communications ne sont absolument pas considérées dans cette modélisation de l'application. Donc voilà un petit peu quelques aspects théoriques que l'on pouvait voir pour essayer de mesurer et d'apprécier les performances d'une application qui seront déployées sur une architecture parallèle. Dans les prochains chapitres, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les tâches qu'il va falloir réaliser lorsqu'on va vouloir déployer une application sur une architecture parallèle.